Le 2 septembre 1998, à 22h31, les habitants de la paisible bourgade de Peguiscov, au Canada, entendent au loin une formidable explosion. Quelques minutes auparavant, à 11 000 mètres d'altitude, une fumée suspecte était apparue dans le poste de pilotage d'un avion de ligne assurant la liaison New York-Genève. Voici l'histoire du vol Swissair 111. Fin de l'été 1998, New York City. Comme tous les soirs, le vol Swissair 111 s'apprête à décoller de l'aéroport Kennedy à destination de Genève. C'est un vol prestigieux et confortable, souvent utilisé par les représentants des grandes banques et des organisations internationales basées en Suisse. L'avion est un MD-11, un gros porteur fabriqué par McDonnell Douglas et qui, depuis 1986, remplace les vieux DC-10. Le MD-11 équipe une bonne partie de la flotte Swissair, une des compagnies les plus sûres au monde. Swissair est réputé pour sa rigueur, le sérieux de sa maintenance et l'excellente compétence de ses équipages. Checklist de décollage. Dégivrage moteur. Pas nécessaire. Reçu, pas nécessaire. Freinage automatique en position décollage. L'équipage ce soir est dirigé par le commandant Urs Zimmermann, 49 ans. Il est secondé par le copilote Stefan Lowe, âgé de 37 ans. Le commandant est pilote-instructeur chez Swissair. Et derrière le sourire se cache un homme méthodique et précis. Checklist avant décollage. Volet et bec, volet à 15 degrés. 15 degrés affichés. À bord, outre les 14 membres d'équipage, le décompte final annonce 215 passagers embarqués. Parmi eux, quelques célébrités comme Jonathan Mann, le patron du programme mondial de lutte contre le sida. Et puis beaucoup d'anonymes, comme cette jeune femme de 23 ans, Stéphanie Shaw, qui rentre chez ses parents à Genève. Stéphanie possédait de nombreux atouts. Elle était très jolie. C'était une fille intelligente. Elle s'était rendue à New York parce qu'on lui avait proposé de devenir membre du Forum économique mondial, établi à Genève. Et elle voulait faire ce voyage avant de commencer à travailler. Elle était adorable, un véritable amour. Swissair 111, autorisé décollage. Autorisé décollage reçu, Swissair 111. Chez Swissair, plus qu'ailleurs, la sécurité est une véritable culture d'entreprise. Chaque geste, chaque action est codifiée et doit respecter une procédure précise. Rotation. V2. Le vol Swissair 111 s'éloigne vers le nord-est, en direction de l'océan Atlantique. La croisière débute et la routine s'installe. Une routine silencieuse. Durant 15 minutes, les pilotes n'émettent aucun message à la radio. Ça arrive de temps en temps. Ils n'avaient pas encore établi le contact avec ce qu'on appelle le NAT, le North Atlantic Track System. Bon, c'était un peu anormal. Cela dit, c'était juste une erreur dans l'affichage de la fréquence radio. Et quand l'avion est entré dans la zone du NAT, il n'avait pas la bonne fréquence. Et visiblement, ils n'ont pas essayé de contacter qui que ce soit d'autre. Mais c'était bizarre, je suis d'accord avec vous. Au début, on a pensé que c'était intéressant. Le centre de contrôle du trafic aérien au-dessus de l'Atlantique est établi dans la petite ville de Moncton, dans le Nouveau-Brunswick, au Canada. 30 minutes après avoir quitté New York, le commandant prend contact avec Moncton. Moncton de Swissair 111. Bonsoir, au niveau 330. Swissair 111 de Moncton, bonsoir. On signale quelques turbulences modérées à tous les niveaux de vol. Moncton, Swissair.
Pour l'instant, la nuit s'annonce calme. En cabine, notamment en première classe, à la tranquillité, on peut ajouter la volupté de la restauration et le luxe des équipements. À l'époque, Swissair vient de faire installer sur ses avions un tout nouveau système, des écrans individuels. Ce dispositif est présent uniquement en première classe et classe affaires et permet l'accès à une sélection de films, à Internet et même à des paris en ligne. Ils avaient réalisé une étude de marché et ils s'étaient aperçus que sur les vols long courriers, ces systèmes informatiques individuels, ainsi que les paris en ligne avec une carte de crédit, avaient un fort pouvoir, disons, de séduction sur la clientèle. Alors que sur leur écran, les passagers cherchent l'heure de la prochaine séance, c'est le début d'un tout autre film qui, à ce moment-là, se joue dans le cockpit. Tu ne sens pas quelque chose? Si, qu'est-ce que c'est? Va jeter un coup d'œil, je prends les commandes. Ah si, tu as les commandes. Le copilote vérifie le plafond, et notamment les bouches du circuit de climatisation. Mais il ne remarque rien. Je n'ai rien vu, Urs. Rien de spécial. Vous m'avez appelé, commandant? Avec Stéphane, on vient de sentir une odeur de brûlé. Vous sentez quelque chose, vous? Je la sens aussi, oui. Vous la sentiez déjà en cabine avant d'entrer ici? Non, absolument pas. Ah, on ne voit rien et on ne sent plus rien non plus. C'est la climatisation, hein? Oui. Coupez-la, s'il vous plaît. À cet instant, les pilotes ignorent qu'une terrible menace est là. Tapis dans leur dos, logés dans le tableau électrique situé juste derrière le poste de pilotage. Une menace qui, 45 secondes plus tard, se manifeste à nouveau. Ça recommence. Cette fois, les choses deviennent sérieuses. Oui, il faut vérifier. Indique-moi l'aéroport le plus proche. On va avoir besoin des cartes d'approche et de la météo du secteur. Et Boston est tout près. Ça ne s'arrange pas vraiment. Une fumée dans le poste déclenche une procédure précise prévue par une checklist. Première opération, prévenir le contrôle. Moncton de Swissair 111, est-ce que vous m'entendez? Rebonsoir. United 920 de Moncton. À ce moment-là, le contrôleur est en communication avec un autre appareil. Appareil entrant, répétez. Swissair 111, déclarons panne. On a de la fumée dans le cockpit. Demandons déroutement immédiat vers, disons, Boston. Dans la phraséologie aéronautique, l'expression panne désigne une situation grave, mais sans urgence absolue. C'est Boston que vous voulez, c'est ça? Ça me paraît bien, Boston. Il nous faudrait le bulletin météo et nous virons à droite. Swissair 111. Swissair 111 reçu. Maintenez au niveau 310. 310. Pour la première fois depuis l'accident, un des contrôleurs aériens qui ont géré le vol Swissair 111 accepte de témoigner devant une caméra. Je m'appelle Bill Pickrell. Le 2 septembre 1998 au soir, j'étais l'un des deux contrôleurs en service au centre de contrôle de Moncton. Le signal panne auquel on a recours quand un problème se pose est en général considéré comme un message d'urgence. On a aussitôt donné la priorité à cet appareil et le responsable a appelé le centre de coordination de sauvetage. La demande du commandant surprend un peu le contrôleur.
Boston est à plus de 500 km derrière l'avion, alors qu'Halifax n'est qu'à 105 km droit devant. Souvent, quand on rencontre un problème, on choisit de préférence un aéroport qu'on connaît bien. Ça fait toujours un souci en moins. C'est à ça qu'il a pensé en premier. Il constate qu'il a de la fumée dans le cockpit. Il se demande pourquoi. Il cherche alors l'aéroport le plus proche où il pourra discuter avec un mécanicien de Swissair. C'était Boston. Swissair 111 de Moncton. Swissair 111, j'écoute. Vous ne préférez pas plutôt Halifax? On ferait mieux de mettre les masques. Une minute. Après avoir consulté la carte, le commandant se range à l'avis du contrôleur. Halifax est beaucoup plus proche et donc beaucoup plus sûr. Affirmatif, Swissair 111. On préfère Halifax vu notre position. Reçu, Swissair 111. Procédez directement sur Halifax, descendez au niveau 300. Niveau 300 vers Halifax. Swissair 111. L'équipage d'un vol British Airways, en croisière à proximité, se propose d'aider les deux pilotes suisses. Swissair 111 de Speedbird 214. Vous voulez la météo de Halifax? Swissair 111. On a mis les masques à oxygène. Donnez-nous la météo. Ok. Le MD-11 quitte son altitude de 11 000 mètres et entame sa descente. À ce stade, les pilotes gèrent parfaitement la situation. Ils ont répété 100 fois les gestes à faire lors des séances de simulateur. Et puis Halifax n'est qu'à une vingtaine de minutes de vol. QNH 2980. Swissair 111 autorisé à 10 000 pieds et le QNH est 2980. Reçu, Swissair 111. 2980, 10 000 pieds, Swissair 111. Swissair 111. Quelles sont vos réserves de carburant à bord? Attendez une seconde. Speedbird 1506 au secteur Tusky à l'écoute. Speedbird 1506 reçu. Swissair 111. Le premier contrôleur ne s'occupe que des vols de croisière en haute altitude. Comme le Swissair 111 est maintenant en descente, il va passer le relais à Bill Pickrell, le contrôleur qui lui gère la basse altitude et l'approche. À ce moment-là, tout était normal. J'ai indiqué une première altitude au pilote. Mais il a demandé l'autorisation de descendre à un palier intermédiaire, le temps de préparer la cabine pour l'atterrissage. J'ai pensé qu'il voulait ranger les plateaux repas. Pour moi, ça voulait dire que même s'ils se trouvaient dans une situation anormale, il ne s'agissait pas pour eux d'une situation d'extrême urgence. Surveille ta vitesse, Stéphane. Descends pas trop vite. Reçu. Oui, commandant? On a de la fumée dans le poste. Dites à l'équipage de se préparer pour l'atterrissage. On atteindra Halifax dans une vingtaine de minutes. Je vais commencer les checklists. D'accord, commandant. Les deux checklists Swissair prévues pour ce type de situation sont assez longues à appliquer. Elles demandent une vingtaine de minutes. Le commandant entame la liste des vérifications alors que le copilote poursuit la descente vers Halifax. Stéphane, prends la radio pendant que j'effectue la checklist. 119.2 pour Swissair 111. Reçu, Swissair 111. Moncton de Swissair, bonsoir. On est en descente. L'avion passe la barre des 25 000 pieds, à peu près 9 000 mètres. La descente est rapide, mais ce n'est pas une descente d'urgence. En fait, l'équipage, à ce moment, applique à la lettre ce qui est prévu par la compagnie dans ce type de situation. On affiche un cap 050, je répète 050. Swissair 111, bonsoir. Descendez à 3000 pieds, le QNH est à 29,79. J'ai d'abord pensé que tout irait pour le mieux. Puisque tout se passait normalement, je n'allais pas avoir grand-chose à faire pour les guider jusqu'à Halifax. Swissair 111, vous pouvez descendre à 3000 pieds. Ou alors descendez à un palier intermédiaire si vous préférez.
La seule inquiétude du contrôleur concerne l'altitude. L'avion est encore très haut alors que la piste se rapproche rapidement. L'avion était peut-être un tout petit peu trop haut. J'ai voulu être sûr que les pilotes savaient à quelle distance ils se trouvaient de l'aéroport, combien de kilomètres il leur restait à parcourir. Comme ça, ils allaient pouvoir gérer leur descente en toute connaissance de cause. Reçu. Pour le moment, on descend à 8000 pieds. Autorisé à 3000. Je vous tiens au courant. Compris. Vous voulez que je vous dirige pour une approche piste 06 à Halifax? Bien reçu. La 06, ça nous va. Swissair 111. Swissair 111 reçu. Tournez à gauche pour un cap 030. Hormis la fumée dans le poste, l'avion se comporte normalement. Et à ce stade, tout fonctionne correctement. Seuls les pilotes avec leur masque à oxygène voient leur mobilité très réduite. Du coup, ils ont besoin d'aide pour le moindre mouvement. Vous m'avez appelé, commandant? Oui, ça fait 2 minutes. Passez-moi les cartes d'approche d'Halifax. Dans ma serviette. Rejoignez l'équipage. Oui, commandant. Il faut maintenant avertir les passagers du déroutement sur Halifax. En cabine, tout est calme et personne ne s'est aperçu de rien. Nous allons effectuer un atterrissage imprévu à Halifax dans une vingtaine de minutes. Les voyants ceintures sont allumés. Veuillez relever votre tablette et votre dossier. Mais l'avion est encore à 20 000 pieds. Et cette fois, il est franchement trop haut pour une piste à moins de 50 km de là. La pente serait trop forte. Une seule solution, il faut rallonger la descente en faisant un détour. Vous êtes à 50 km du seuil de piste. Reçu. On a besoin de plus de 50 km. Vous pouvez me donner la fréquence et l'altitude, s'il vous plaît? Reçu, Swissair 111. Virez à gauche cap 360. Ça vous fera descendre un peu. Fréquence du localiseur 109.9. Reçu. Unité 09.9. On vire à gauche, direction nord. Swissair 111. Il faut qu'on largue du carburant. D'accord. Les échanges radio le prouvent, l'équipage affiche un sang-froid très professionnel. Au sol, comme toujours lorsqu'un avion est en difficulté, l'alerte est déclenchée et les services de secours de l'aéroport d'Halifax se mettent en position pour accueillir l'appareil d'ici quelques minutes. Swissair 111, quand vous aurez le temps, vous pourrez me dire combien vous avez de passagers à bord et quelles sont vos réserves de carburant, c'est pour les services d'urgence. Reçu. On a 87 tonnes de carburant. Il faut qu'on en largue un peu. On pourrait faire ça dans le coin pendant la descente. Le contrôleur pensait que l'avion allait se poser directement. Il ne s'attendait pas à une telle décision de la part de l'équipage. C'est à ce moment-là que les choses se sont compliquées. Et après ça, ça n'a fait qu'empirer au fil de nos échanges radio. Pour aider les deux pilotes suisses, le contrôleur va chercher une zone de largage pour le carburant le plus proche possible d'Halifax. Il leur propose la baie de Sainte-Margaret, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de l'aéroport. L'autre possibilité, s'il m'avait demandé de rester plus près du terrain, c'était de les faire virer à droite et ensuite de les aligner sur n'importe quelle autre piste. Le tout, c'était de leur faire décrire un cercle ou de maintenir une trajectoire constante pour leur éviter de voler dans le carburant largué. Parce que ça, ce n'est pas bon. Un avion en début de vol long courrier a les réservoirs remplis et le poids est trop élevé pour atterrir en toute sécurité. Il faut donc en théorie larguer du carburant pour s'alléger. En pratique, il faut en avoir le temps et visiblement le copilote a un doute sur ce point. Je reste au plus près. Il propose qu'on prenne au sud. On pourrait pas laisser tomber le largage et se poser? Non, on vidange notre carburant. Compris. Pareil à virer à gauche pour un cap au sud pour un largage. Je leur ai donné le cap vers la baie de Sainte-Margaret pour qu'ils fassent demi-tour. Pour moi, ça aussi, ça prouvait qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation d'urgence, puisqu'ils avaient le temps d'aller larguer leur carburant au-dessus de l'eau. Reçu, Swissair 111. Virez à gauche, cap au 200 et prévenez-moi quand vous serez prêt pour le largage. Vous atteindrez la côte dans une quinzaine de kilomètres. Vous vous trouvez actuellement à moins de 40 km de l'aéroport. Reçu. On vire à gauche 200.
On va stabiliser à 10 000 pieds pour larguer le carburant. Compris. Maintenez 10 000 pieds. Je vous préviendrai quand vous serez au-dessus de l'eau. Ce sera dans très peu de temps. Reçu. Maintenant, pour les pilotes, la pression est forte. Même s'ils gèrent toujours la situation, de petits détails traduisent la montée du stress. Fais la checklist d'urgence qui met cockpit par la climatisation? Oui. Swissair 111, répétez, s'il vous plaît. Pardon, ce n'était pas pour vous. Swissair 111, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Compris. La vitesse affichée passe sous les 300 nœuds. On stabilise? Fais comme tu le sens, Stéphane. Swissair 111, poursuivez sur la gauche, cap 180. Vous atteindrez la côte dans 25 km. Reçu. On poursuit sur la gauche, cap 180, Swissair 111. On se maintient à 10 000 pieds. Reçu. Alimentation cabine coupée. Alimentation cabine coupée. La checklist prévoit de couper l'alimentation électrique de la cabine. Et cette fois, les passagers ne peuvent plus ignorer qu'il se passe quelque chose. Pourtant, personne ne cède à la panique. Mesdames et messieurs, l'éclairage a été momentanément coupé dans la cabine. Veuillez garder votre calme. Nos hôtesses vont passer parmi vous avec des lampes électriques pour préparer l'atterrissage. Nous allons bientôt nous poser à Halifax. L'équipage se veut rassurant, évoquant un incident sans gravité. C'est d'autant plus facile à croire qu'en cabine, il n'y a toujours aucune fumée de visible. Vous allez rester à moins de 50 ou 60 km de l'aéroport au cas où vous auriez besoin d'atterrir en urgence. Compris? C'est parfait. Prévenez-nous quand on pourra commencer le largage. Soudain, la situation, en l'espace de quelques secondes, va brusquement se détériorer. Pilote automatique déconnecté. Bien reçu, pilote automatique déconnecté. On passe en manuel. Le pilotage automatique se déconnecte dès que les ordinateurs de bord reçoivent des informations incohérentes. À cet instant, les pilotes comprennent que la fumée ne concerne plus seulement le système de climatisation. Swissair 111, calez-vous entre 5000 et 10 000 pieds si vous le souhaitez. Les uns après les autres, tous les circuits tombent en panne. Et en quelques secondes, la tension devient extrême. Reçu. On est entre 12 et 9 000 pieds. Cette fois, c'est vraiment une situation d'urgence. Swissair 111, à 1h24 Zulu. Les deux pilotes parlent en même temps sur la fréquence et dans la salle de contrôle, plusieurs échanges sont en cours. Résultat, le contrôleur ne va pas entendre une phrase clé. On commence le largage. Swissair 111, commençons le largage. Il faut qu'on se pose tout de suite. Swissair 111, encore quelques kilomètres, je vous suis. Reçu. Déclarons situation d'urgence. Swissair 111. Bill Pickrell n'a pas entendu la demande d'atterrissage d'urgence. Un raté qui, durant des mois, des années, va l'obséder. Je ne suis pas sûr d'être capable de décrire convenablement ce que j'éprouve. Ce qui s'est passé ce soir-là, j'ai dû y repenser un bon millier de fois. Est-ce que j'aurais pu en faire davantage? Est-ce que j'ai commis une erreur? Est-ce que j'ai ma part dans ce qui est arrivé? Mais j'ai fini par comprendre que de toute manière, je n'aurais rien pu faire d'autre. Tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Les choses vont maintenant très vite. La situation se dégrade de seconde en seconde, jusqu'au moment où le feu atteint carrément les instruments de pilotage. Vas-y, je tiens les commandes. Cette fois, ça brûle. Tous mes écrans sont morts. On s'en remet aux instruments de secours. On reste à 300 nœuds. Swissair 111, autorisez largage de carburant sur le champ. Prévenez-moi quand ce sera terminé. Peu après, je l'ai autorisé à larguer son carburant, mais il n'a pas confirmé. Je ne me suis pas trop inquiété, je pensais qu'il était déjà en plein largage. Et puis, ils effectuaient une checklist. Ils avaient des tas de choses à faire. Et on nous apprend à les laisser tranquilles dans ces cas-là. Ils sont bien assez occupés comme ça. Swissair 111, confirmé autorisation de largage carburant. Mais personne n'en verra jamais la moindre confirmation. Le vol 111 est entré dans un mutisme qui va durer 6 longues minutes avant de devenir un silence définitif. À 22h31, le MD-11 avec ses 229 passagers et membres d'équipage percute l'océan.
Ça doit être rare de se sentir aussi démuni. On ne peut absolument rien faire, à part rester assis devant son écran à espérer que l'écho de l'appareil fasse demi-tour vers l'aéroport. Évidemment, ce ne fut pas le cas. Le lendemain matin, un effroyable spectacle attend les sauveteurs. Au cours des jours et des semaines qui vont suivre, un seul corps sera identifié. Tous les autres ont été déchiquetés ou emportés par la mer. Cette nuit-là, à Genève, Ian Shaw a un mauvais pressentiment concernant sa fille de 23 ans, Stéphanie. La nuit où elle était censée rentrer, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais agité. Je me suis endormi tôt, et quand je me suis réveillé, ma femme ne dormait pas encore. Je lui ai demandé si elle avait eu des nouvelles de Stéphanie. Non, mais elle n'en attendait pas puisqu'on savait qu'elle était dans l'avion à ce moment-là. Elle devait espérer que j'irais la chercher à l'aéroport dans la matinée. Je me suis réveillé vers 6 heures, heure de Genève. À la télévision, ils ont parlé du crash du vol Swissair 111. J'ai su immédiatement qu'on venait de perdre notre fille. Bill Pickrell, le contrôleur aérien, est sous le choc. En 30 ans de métier, il n'a jamais vécu un tel drame. C'est une expérience très étrange. Je ne suis pas certain d'être capable d'exprimer clairement ce que j'ai ressenti. Nous, on est là pour fournir un service. Alors bien sûr, on lit des histoires de crash en montagne ou dans des coins perdus, quelque part dans un pays lointain. Mais comment imaginer que ça puisse arriver à côté de chez vous? Alors quand ça se produit, je crois qu'on se sent soudain très seul. Le Bureau de la sécurité des transports canadiens entame la plus grande enquête jamais menée au Canada. Au départ, une seule chose est clairement établie. Un incendie s'est déclaré dans le poste de pilotage. Reste maintenant à en trouver les causes. Cette enquête constituait un véritable défi. D'abord, il fallait retrouver l'épave de l'appareil par 60 mètres de fond. Et bien sûr, l'avion était en miettes. On a retrouvé plusieurs centaines de milliers de fragments. Ça, c'était le premier défi. Ensuite, une fois qu'on s'est retrouvé avec tous ces débris, fallait-il encore sélectionner les plus significatifs et à travers eux découvrir comment les choses s'étaient passées et pourquoi. Les enquêteurs se lancent dans une mission en 5 étapes. D'abord, des plongeurs descendent examiner l'épave. Et d'emblée, ils comprennent que la tâche est surhumaine. L'avion a été littéralement pulvérisé. Le sol est jonché de débris minuscules. Et puis, la saison est peu propice. Nous sommes dans le nord de l'Atlantique et les risques pour les plongeurs augmentent avec l'arrivée de l'automne. Deuxième étape, ce sont les engins téléguidés fournis par la marine américaine qui passent le site au peigne fin et commencent à fournir aux enquêteurs des éléments intéressants. Mais le problème reste entier. Comment récupérer la quantité gigantesque de morceaux de métal tordu gisant au fond de l'eau? Il fallait examiner tous les petits morceaux de l'avion. Dans le crash du Swissair 111, on s'est retrouvé avec à peu près 2 millions d'éléments. Il fallait qu'on les épluche presque tous pour écarter certaines thèses. Attentats terroristes, bombes, anomalies diverses. L'épave finit par livrer un premier trésor, les 2 boîtes noires. Avec l'enregistreur des paramètres de vol, les enquêteurs découvrent alors que l'avion était encore en parfait état de marche quelques minutes seulement avant le crash. L'équipage a déclaré une urgence panne parce qu'il y avait de la fumée dans le cockpit.
Après examen, on a découvert qu'à ce moment précis, aucune anomalie, pas la moindre irrégularité dans les paramètres techniques témoignait d'un problème quelconque. On en a conclu que l'appareil était alors en bon état de marche. À part la fumée dans le poste, dont ils ont signalé la présence, tout fonctionnait correctement. C'est quand ils ont amorcé leur descente que les pannes se sont multipliées, et ce, de plus en plus vite. Bien reçu, pilote automatique déconnecté. Mais pour reconstituer le fil des événements, les techniciens vont se heurter à un problème de taille. Les deux boîtes noires ont elles aussi cessé de fonctionner durant les 6 dernières minutes du vol. Les circuits tombent en panne les uns après les autres pendant ces 90 secondes où tout se passe très vite. La dernière chose dont on soit sûr, c'est que les deux enregistreurs ont été coupés. Le feu a détruit les sources d'alimentation des boîtes noires, qui ont donc cessé de fonctionner. 6 minutes de mystère et une seule certitude, il y avait le feu à bord. Un feu dont on ne connaît toujours pas l'origine. Les enquêteurs passent alors à la 3e étape. Les autorités louent des barges afin de draguer le fond de la mer et de remonter le maximum de morceaux du MD-11. C'est ainsi que l'on va récupérer un des 2 moteurs. Puis c'est le tour d'un des 2 trains d'atterrissage, presque intacts. Au final, parmi les pièces récupérées, ce seront les 2 morceaux les plus importants. Le reste de l'appareil est sous forme de miettes éparpillées sur le fond marin. 4e étape. Un laboratoire de fortune est installé dans un hangar militaire pour accueillir les enquêteurs, les experts médico-judiciaires, les spécialistes de Boeing et de Swissair, ainsi que les représentants de la police canadienne. Chaque jour, des camions viennent déposer des tonnes de débris récupérés au fond de l'eau. Chaque pièce doit être identifiée, classée et enfin analysée. Un travail de titan. Rapidement, le hangar est occupé par le plus grand puzzle de toute l'histoire de l'aviation. Un puzzle dont on espère qu'il permettra de comprendre comment un incendie a priori bénin a pu mener en quelques minutes à une terrible catastrophe. Les 250 km de câblage électrique de l'avion sont examinés à la loupe pour y chercher des traces d'arcs électriques ou d'étincelles, tout ce qui aurait pu embraser des matériaux inflammables. Grâce à l'empreinte laissée par les flammes, les enquêteurs acquièrent la certitude que le feu s'est déclaré juste derrière le copilote, à l'arrière du cockpit. Et l'étude attentive de l'installation électrique les amène à suspecter les écrans personnels de la première classe et de la classe affaires. Le système présentait de graves défauts. Il chauffait beaucoup, consommait énormément d'électricité. Ça augmentait considérablement la température de la cabine, parce qu'il fonctionnait en permanence. Ils n'ont pas installé d'interrupteur, ni de système de refroidissement digne de ce nom. Les enquêteurs canadiens pensent avoir enfin déniché l'élément déterminant qui leur manquait. On l'a mentionné dans notre rapport. On a constaté un défaut de conception dans la manière dont ce système informatique installé en première classe et en classe affaires était intégré au reste de l'installation électrique de l'appareil. Par exemple, en coupant l'alimentation de la cabine, le commandant pensait supprimer toute alimentation électrique dans la partie passager. Il ignorait que les écrans individuels, eux, étaient toujours alimentés. Demandez aux pilotes. Ils vous répondront pour la plupart qu'en coupant l'alimentation cabine, ils coupent l'électricité partout sauf dans le cockpit. Ils se croient débarrassés du problème, ils n'ont plus qu'à se concentrer sur le pilotage lui-même. Seulement là, le système vidéo, en quelque sorte, contournait l'interrupteur. Aussitôt, Swissair décide de retirer tous les écrans personnels installés sur ces appareils.
Quant au bureau enquête accident américain, il ordonne l'inspection du câblage électrique dans le cockpit de tous les MD-11 en service sur le territoire américain. Même si dans le cas Swissair, une isolation des écrans personnels n'aurait pas fondamentalement changé grand-chose. Quand le pilote a actionné le commutateur, le feu s'était déjà propagé. Cet élément est donc sans réelle incidence, ni sur le début de l'incendie, ni sur sa propagation à bord du Swissair 111. La conclusion s'impose, les écrans personnels ne sont pas la seule cause du crash. Comme toujours, il en existe d'autres. Pour les débusquer, les enquêteurs entament leur 5e et dernière étape. La reconstitution du MD-11 à partir des débris de l'avion. Un cadre métallique au gabarit de l'appareil leur permet de replacer à leur endroit d'origine chaque pièce de métal. Ce puzzle géant va leur permettre de faire une découverte fondamentale. Le feu s'est propagé à très grande vitesse, du poste de pilotage vers les premières classes. Certaines pièces ont été soumises à une température de plus de 600 degrés. Visiblement, les pilotes n'ont pas eu conscience de la rapidité de la propagation de l'incendie. Et certains s'interrogent. En respectant à la lettre la procédure, l'équipage ne s'est-il pas condamné? N'aurait-il pas dû engager une descente d'urgence et se poser au plus vite? Swissair 111, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Certaines compagnies insistent sur l'importance de se poser le plus rapidement possible. Après, on a tout le temps d'effectuer la checklist. Pour d'autres, au contraire, c'est la checklist qui prime. On n'atterrit qu'après, si le problème subsiste. Ça vient d'ailleurs contredire ce qu'on apprend dès le début aux élèves pilotes. De la fumée, ça veut dire un incendie. Et en cas d'incendie, on se pose le plus vite possible. Éclairage d'urgence activé. Éclairage d'urgence activé. Malheureusement, dans cette affaire, la checklist prenait les choses à l'envers. Il ne s'agissait pas d'abord de se dérouter, mais de voir s'il était possible de résoudre la difficulté. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un problème qui vous tombe dessus sans qu'on s'y attende. Reçu, on a besoin de plus de 50... Les enquêteurs canadiens qui s'appuient sur la chronologie ne partagent pas cet avis. Pour eux, dans tous les cas de figure, le vol Swissair était condamné. Matériellement, les pilotes n'avaient pas le temps de se poser. Reçu. Unité 0. D'après nos calculs, on est parti d'un point de début de descente optimale à 30 000 pieds. C'est l'altitude enregistrée vers 22h14 ce soir-là. À partir de là, il leur fallait 13 minutes pour atterrir, ce qui nous donne 22h27. Or, les pannes se sont succédées dès 22h24. On estime donc que dans de telles circonstances, l'équipage n'aurait jamais réussi à atterrir, vu les délais dont il disposait. Quelles qu'en soient les causes, l'incendie s'est propagé à une vitesse terrifiante. Et les enquêteurs savent désormais que les écrans individuels ne sont pas les seuls responsables. Il faut donc encore poursuivre les recherches. Un an plus tard, débute une nouvelle opération encore plus spectaculaire. Les autorités canadiennes louent carrément les services d'une drague hollandaise, le Queen of the Netherlands. Objectif, remonter tous les débris de l'avion demeuré au fond de la mer. Le navire est équipé d'un gigantesque système d'aspiration conçu pour collecter le moindre fragment. On va ainsi pomper plusieurs centaines de milliers de tonnes d'eau de mer, de vases et de débris, ensuite recueillis dans la cale centrale. Ramenée à terre, la cargaison est stockée dans une enceinte spécialement aménagée. Les enquêteurs récupèrent ainsi 1 million de pièces supplémentaires, provenant toutes du vol 111. Au total, 98% de l'avion a été ramené à la surface. Et de nouveau recommence un tri interminable pour identifier chaque morceau, chaque détail et améliorer un peu plus la reconstitution de l'avion.
Jusqu'au jour où, enfin, après des années de travail et de patience, la vérité finit par émerger. On a cherché toutes les sources de chaleur susceptibles d'avoir déclenché un incendie dans cette zone de l'appareil. On a découvert qu'un arc électrique provenant d'un câble avait mis le feu au polyéthylène terephthalate métallisé qui recouvre les matelas isolants. Ce polyéthylène qu'on trouve sur de nombreux avions de ligne a pourtant passé avec succès les tests d'inflammabilité en vigueur dans l'industrie aéronautique. L'enquête prend alors un tout autre visage. Le problème ne concerne plus seulement Swissair et ses installations de première classe, mais l'ensemble de la flotte mondiale, qui, pour la plupart, est équipée de ce type de matériaux. Swissair 111, j'écoute. Vous ne préférez pas plutôt Halifax? Le matériau qui était dans cet avion était très inflammable. Et même s'il avait réussi le test, il nourrissait les flammes et leur permettait de se propager. On s'est donc intéressé à l'inflammabilité des matériaux et la nécessité de revoir les critères d'obtention des certifications. Et ça ne vaut pas seulement pour les matelas d'isolation thermique et acoustique, ça vaut pour tous les matériaux qu'on trouve à bord des avions, la plupart du temps dans des zones inaccessibles. Cette fois, les enquêteurs ont reconstitué tout le film. Un arc électrique qui génère des étincelles, qui embrase le matériau isolant, qui à son tour met le feu aux mousses et au plastique. Alors que l'équipage applique la procédure, et 14 minutes après le premier message panne, 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 le feu détruit tous les systèmes électroniques et même les boîtes noires cessent de fonctionner. Les traces ADN relevées sur les sièges des pilotes constituent les seuls indices concernant les 6 dernières minutes du vol. Le copilote est resté à sa place jusqu'au bout, alors que le commandant était debout, probablement derrière, à lutter contre les flammes. On s'en remet aux instruments de secours. On reste à 302. Le copilote essayait sans doute de trouver un endroit où poser un avion de cette taille. Il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Il ne lui restait que quelques instruments de bord. Il devait chercher un indice lui indiquant où poser son avion ou même tenter un amérissage forcé. Ce qu'on sait, c'est que le copilote était assis à sa place. Était-il conscient ou pas? Était-il gravement brûlé? Ça, on n'en sait rien. On sait en revanche que le commandant de bord n'était pas à sa place. Sans doute, essayait-il d'éteindre les flammes. Quand on a retrouvé les checklists, leur page avait fondu. Il s'en était donc servi pour combattre l'incendie. À 22h30, heure d'Halifax, le copilote a coupé le moteur droit. Probablement parce qu'une fausse alarme lui indiquait qu'il était en feu. Cette action prouve surtout qu'une minute avant le crash, le copilote était toujours vivant et opérationnel. En revanche, durant les dernières minutes, nul ne sait à quel moment les passagers ont pleinement pris conscience de la gravité de la situation. On a retrouvé des traces de suie et de fumée jusqu'au plafond de la classe affaires. Mais on ignore si les passagers ont senti la fumée ou non. Les analyses ADN prouvent en tout cas qu'il n'avait pas de résidus dans le corps. L'avion percute la mer avec une force de 350 G. Les 229 occupants meurent sur le coup. Les enquêteurs ont passé 4 ans et demi à examiner l'épave du Swissair 111. L'État canadien a dépensé 35 millions d'euros dans cette investigation, la plus grande jamais menée au Canada. Mais leur conclusion est capitale et remet en cause les critères utilisés par l'industrie aéronautique. Cette enquête a permis d'expertiser les matériaux qu'on trouve à bord des appareils. La vitesse de propagation du feu nous a surpris, et elle n'a pas surpris que nous. C'est pour ça qu'on insiste. Il faut imposer des normes plus sévères en matière d'inflammabilité des matériaux utilisés dans les avions.
Le problème ne tient pas seulement aux matériaux inflammables, mais aussi au fait qu'on ne les voit pas. Une fois que le feu s'est déclaré à bord, le temps joue contre vous. Ian Shaw a attendu 4 ans pour connaître la vérité sur les causes de la mort de sa fille. Grâce au travail minutieux des enquêteurs, aujourd'hui il sait. Mais cela n'a pas calmé sa colère contre Swissair. Il faut établir les responsabilités. Si vous êtes partie prenante d'une faute, vous devez répondre de vos actes. Et si vous n'assumez pas vos responsabilités, c'est que vous êtes un lâche. Là, il se cache derrière le drapeau suisse. Je n'arrive pas à y croire. Après la catastrophe, Swissair fait retirer l'isolant inflammable de tous ses appareils. La compagnie modifie également ses checklists, réduisant le temps de réaction en cas d'apparition de fumée dans le poste de pilotage. Swissair a fait modifier tous ses MD-11 en fonction des conclusions de l'enquête. Elle a fait installer des caméras et des détecteurs de fumée, même dans les zones inaccessibles. Les pilotes surveillent ça sur un écran de contrôle. Et du coup, en cas de problème, ils peuvent voir là où ça se passe et utiliser un agent extincteur. Ça leur permet de gagner du temps. Et le temps, c'est ce qui compte le plus en cas d'incendie. Mais pour Swissair, il est déjà trop tard. Rongée par les soucis financiers, la compagnie fait faillite en octobre 2001. Un véritable choc dans le monde aéronautique. Quant à l'isolant inflammable responsable de la propagation de l'incendie, il est toujours à bord de 60% des avions de ligne aujourd'hui en service. Heureusement, plus pour longtemps. Le polyéthylène terephthalate métallisé a presque disparu des avions neufs et les normes de certification relatives à l'inflammabilité de ces matériaux ont été révisées. La loi n'a pas encore été votée, mais on a hâte que les critères soient renforcés. L'administration de l'aviation civile américaine exige la suppression de ce matériau de tous les appareils d'ici 2005. Une date qui pourrait être repoussée vu la situation économique des compagnies depuis le 11 septembre. L'industrie essaie de changer ça. Le secteur entier s'en occupe. Mais les entreprises ne le font pas aussi vite qu'elles le pourraient. Cela dit, tout a un coût. On se bat toujours pour de l'argent. Combien ça va coûter de remplacer tout ça? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça sur un avion qu'on va mettre au rebut dans quelques années? On doit vivre avec certaines réalités économiques. Ian Shaw restera marqué à jamais par le décès brutal et violent de sa fille. Il a laissé son épouse et sa fortune à Genève pour ouvrir un petit restaurant en Nouvelle-Écosse, avec vue sur la mer où Stéphanie a trouvé la mort. Pourquoi avoir choisi justement ce coin de la Nouvelle-Écosse? Des tas de gens m'ont dit, on comprend parfaitement, tu veux être près de ta fille et du lieu du crash. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici, car Swissair m'a privé de toute possibilité de me retrouver auprès de ma fille. Ça m'a fait du bien de percevoir la présence de l'océan éternel. Cet océan dont le mouvement de flux et de reflux se produit depuis je ne sais combien de milliers, de millions d'années. Je suis venu ici parce qu'il le fallait. Je suis incapable de vous fournir une explication vraiment rationnelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me trouve au bon endroit pour les mauvaises raisons.